Vous savez, parfois on a un sujet qui nous tient à cœur. Ce n'est pas forcément positif, mais même si c'est négatif, il faut savoir l'exprimer. C'est pour cela que dans cette vidéo, j'aimerais remettre les pendules à l'heure. Alors préparez-vous, ça va saigner, on va parler de Darling in the Franxx. Pour les personnes qui vivent dans une grotte, on va faire un petit récap. Darling in the Franxx, c'est un animé qui a été diffusé en 2018 et qui comporte qu'une seule saison de 24 épisodes. L'histoire se déroule dans un futur dystopique où l'humanité se bat pour sa survie contre des monstres errants à l'extérieur. Pour combattre ces monstres, des enfants soldats sont utilisés comme pilotes de mecha géants de combat. Hiro, un pilote de mecha, fait la rencontre de Zero Two, qui, in fine, va devenir sa partenaire. Mission après mission, les enfants soldats vont se poser des questions sur le monde et la réelle identité de Zero Two. C'est le studio A1 qui a orchestré la création de l'anime, et si ce dernier n'a vraisemblablement reçu qu'un budget limité, ce n'est pas du tout le cas du marketing. Zero Two était un personnage prédestiné à porter le marketing de l'anime. Avec elle, des tonnes de produits dérivés ont été créés, des mangas, du merch, des figurines, des body pillows et j'en passe. Cette omniprésence dans les magasins va rapidement atteindre internet et toutes les niches possibles, y compris les voitures. Et en écrivant cette vidéo, je me suis demandé quel était en fin de compte le réel produit vendu. Est-ce l'animé ou Zero Two? Bon, je sais pas trop pourquoi je me pose la question, connais tous la réponse. Si vous me demandez de proposer un exemple de quelque chose de non original, je vous répondrai avec assurance Darling in the Franxx. Alors, pour comprendre pourquoi est-ce que je pense cela, je vous propose de remonter dans le temps. Accrochez vos ceintures, on part en 1978. Si vous étiez déjà fan de manga en septembre 1978, Et il y a beaucoup plus de distractions dans ce dessin animé que dans les autres d'abord. vous auriez à coup sûr entendu parler d'un personnage féminin déjà iconique et décalé. Elle n'est pas vraiment humaine, elle a une force démesurée, des petites cornes sur la tête, et court après le personnage principal, enfin, s'il l'est. Bon, dit comme ça, vous allez me répondre que je parle de Zero Two. Sauf que Darling in the Franxx est sorti 40 ans après ce manga, qui est Urusei Yatsura. Car oui, je décrivais l'amour. Et non, chère génération de TikTok, non. Un élément du passé ne peut pas plagier un élément du futur. C'est tout simplement impossible. Allez, on remonte dans le Tardis et on va faire un saut en 1995. Bon, si je vous dis que nous sommes dans un monde dystopique où l'humanité fait face à des monstres et pour les combattre, emploie des enfants soldats en combinaison super moulax pour piloter des mechas géants. Vous l'avez, j'en suis sûr, je parle d'Evangelion. Alors, je vais pas citer tous les animés qui ont été une source d'inspiration pour Darling in the Franxx, car ça va vite être long et redondant. Et en soi, s'inspirer de d'autres histoires, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est en reprenant et en s'inspirant de ce qui existe que l'on peut créer des choses. Par exemple, sans Final Fantasy, on n'aurait pas eu Fairy Tail. Sans Donjons et Dragons, on n'aurait pas eu Frieren, etc., etc. On reprend des bases, on les modifie, et on insuffle des émotions, des techniques et des aventures. Mais le problème avec Darling in the Franxx, c'est qu'au lieu de reprendre les bases et de proposer quelque chose de nouveau, ou d'appuyer une critique proposée par l'œuvre originale, on se retrouve uniquement avec des arguments de vente. L'entièreté du scénario repose uniquement sur les tensions sexuelles. Le pilotage des mechas se fait avec deux personnes du sexe opposé, où les commandes de pilotage sont attachées au fiac des filles. La puissance des mechas symbolise la tension sexuelle entre les pilotes. Zero Two, un personnage ultra sexualisé, est l'exemple parfait. Avec Hiro, leur mecha est de loin le plus puissant. On aurait pu partir sur quelque chose de plus psychologique et profond, sur le mode de pilotage des mechas, comme le fait Evangelion, proposer des questions sur la compatibilité entre des personnes via le mecha, afin de proposer une critique sur les relations humaines, aurait pu être un choix facile et intelligent. Mais non, à la place, on a des mains aux fesses.
Il n'y a aucune justification possible que juste mettre du cul pour mettre du cul. Ce manque de réflexion et de créativité empêche l'anime d'avoir une identité propre et fixe. Parce que c'est quoi Darling in the France? De la fantasy? De la SF? De la romance? De l'ecchi? Du drama? Au final, on est perdu. À vouloir être tout à la fois, on finit par être rien. Quand j'ai regardé pour la première fois Darling in the France, la première partie m'a mis des paillettes dans les yeux, je dois l'avouer. On se retrouve dans un univers énigmatique, dirigé par des militaires. Et vous savez qu'en général, un univers où les militaires règnent, il y a toujours des choses à découvrir. On rencontre des personnages au chara-design différents des uns des autres, ce qui permet aux spectateurs de comprendre rapidement et facilement qui est qui, et Zero Two ne passe évidemment pas inaperçu, que ce soit visuellement ou simplement la façon dont elle a de se comporter. Surtout, ce qui est le fil rouge du scénario, nous avons une ébauche de romance avec Zero Two et Hiro. Puis plus les épisodes s'enchaînent, plus on apprend sur le monde, plus on a de questions qui arrivent. C'est en toute logique qu'on s'attend à avoir des réponses à toutes nos questions dans la deuxième partie. Et pourtant, la plupart des questions posées ont soit une conclusion pas terrible, ou soit sont complètement oubliées. Même la romance entre Hiro et Zero Two patine de fou. C'est censé être le fil rouge de l'histoire, et pourtant leur relation évolue aussi vite que la romance de Rent a Girlfriend. Et si vous connaissez cette histoire, vous savez que c'est pas un compliment. Au début, je voulais vous parler des problèmes des personnages. Cependant, j'ai rien à vous dire, pour la simple et bonne raison que tous les personnages sont vides. Hiro, qui est censé être le personnage principal, est complètement sans personnalité. Il est tellement passif dans le scénario que même moi je passe pour un hyperactif à côté. Alors que dans la vraie vie, j'ai plus la vitalité d'une huître avariée. Le seul personnage qui, à mon sens, avait le plus de potentiel, c'est Ichigo. Elle est à la fois une leader tout en restant quand même sensible. Elle prend soin des autres tout en les guidant. Et ça c'est bien. Sauf que plus les épisodes passent, plus elle est mise en arrière jusqu'à devenir complètement anecdotique. Certainement que les scénaristes ont oublié que non, développement, ça s'écrit en un seul mot. Y a pas besoin de chercher plus loin pour s'apercevoir que le seul personnage qui a une certaine évolution et personnalité, c'est Zero Two. Et ça, c'est pas bien du tout. Absolument tous les efforts ont été focalisés sur elle, au point où elle en est devenue complètement insécable de l'histoire. Quand on fait un scénario, on raconte des histoires que vivent les personnages. Les personnages ne doivent pas subir ni servir à l'histoire. Dans une histoire bien écrite, si on enlève un personnage, même principal, l'histoire peut toujours continuer. Elle en sera certes différente, mais il y aura toujours une histoire à raconter. Dans Fullmetal Alchemist, enlevez Alphonse et il vous reste Edward qui cherche par des moyens encore plus sombres à ressusciter sa mère. Dans 86, enlevez Shin et vous vous retrouvez avec des soldats qui perdent des camarades encore plus rapidement, mais où certains vont se révéler être bons leaders et vouloir améliorer le quotidien de leurs camarades. Dans Darling in the France, enlevez Zero Two et... plus rien. Au mieux une histoire extrêmement fade et sans intérêt. Et j'y ai réfléchi longtemps. Et pour faire en sorte que l'histoire soit intéressante, il faudrait juste réécrire toutes les bases du scénario. Une transformation très lourde. Et c'est en faisant cet exercice d'imagination que je me suis aperçu que Zero Two avait un potentiel énorme, et qui pourtant est à peine exploité. Dans le scénario de base, la seule évolution et très caractéristique de Zero Two, c'est de passer de blasé dans l'épisode 1 à vouloir ken Hiro de l'épisode 2 à 24. J'ai vraiment l'impression que là où les personnages n'évoluent pas du tout, Zero Two, elle, a été développée en 2 épisodes, ce qui est beaucoup trop rapide. Il y a des bonnes bases, on l'a vu, et même des tropes très intéressants, mais au lieu de suivre une idée, le scénario a tendance à partir un peu de partout. Et je trouve ça dommage, il y a des choses qui auraient pu être davantage développées et exploitées, mais non. On passe d'une idée à une autre. C'est un peu la même chose avec mes scripts de vidéo. Bon, moi je suis un amateur et seul, mais eux c'est censé être des professionnels quand même. Je vais encore parler de Zero Two, en même temps, vous voulez que je parle de quoi? Dans le premier épisode, on peut voir Zero Two avec une sucette dans la bouche. En fait, ça fait écho à son enfance. Quand elle s'est échappée du laboratoire avec Hiro, elle était complètement apeurée. C'est à ce moment qu'Hiro lui donne un bonbon pour la rassurer. Je trouvais ça intéressant, le fait que finalement, non, Zero Two n'est pas seulement un personnage tenace, mais qu'elle pouvait aussi douter et stresser. Le fait qu'elle mange un bonbon pour se calmer lui rappelle inconsciemment son enfance, et particulièrement le seul moment où elle fut en sécurité. Ça, c'est super intéressant, je trouve. Mais vous vous en doutez, si j'en parle,
c'est que le trope a été complètement délaissé et abandonné. Parfois je me demande si les épisodes n'ont pas été écrits à la manière d'un cadavre exquis. C'est-à-dire que chaque épisode ont été écrits par des personnes différentes, sans qu'elles sachent ce que les autres ont écrit. Exemple, quand Zero Two est petite, on voit clairement qu'elle saigne en bleu. Ça permet au spectateur de rapidement comprendre qu'en réalité elle n'est pas humaine. Mais alors si c'est le cas, pourquoi est-ce que dans les autres épisodes elle saigne en rouge ? Le fait que sa peau change de couleur, bon, en soi on peut se dire que c'est possible, pourquoi pas, Michael Jackson l'a bien fait, tatouage ça existe. Mais le fait de changer de couleur de sang, non, ça c'est pas possible. La couleur du sang, elle correspond au mode de fonctionnement de votre sang. Si votre sang est rouge, c'est parce qu'il contient de l'hémoglobine, qui est à base de fer. Il existe des animaux comme la limule qui ont le sang bleu, mais elle contient de l'hémocyanine qui est à base de cuivre. La seule solution pour que Zero Two passe d'un sang bleu à un sang rouge, c'est que ce ne soit pas du tout la même personne. Et venez me pas dire que non, parce qu'en fait c'est magique, voilà, elle change. Non, ça, Timéo, c'est pas un argument, c'est une faiblesse scénaristique non assumée. Au mieux, on peut appeler ça un Deus Ex Machina. La simple vérité sur la couleur du sang de Zero Two, c'est que cela n'a pas d'importance dans le scénario de l'anime. Quand elle est petite, on la voit avec du sang bleu pour comprendre qu'elle n'est pas humaine. Adulte, on la voit avec du sang rouge pour ne pas perturber le spectateur. Quand on voit une scène de combat, le sang des humains, et par extension des gentils, est rouge. Le sang d'une autre couleur nous montre le caractère non humain de la créature qui vient de se faire zigouiller. Le spectateur évite donc de se reconnaître dans cette chose non humaine. C'est un méchant, il doit mourir, on est ok avec ça. Si Zero Two avait gardé son sang bleu, elle aurait été en décalage avec les codes cinématographiques et effectivement, ça aurait fait tâche. Mais en fin de compte, ça l'aurait davantage rendu unique et authentique. Un personnage qui de base non humain, faisant tout pour en devenir un, au lieu de proposer un personnage rejeté qui n'aime pas sa nature, on nous propose un personnage qui change complètement de nature pour devenir normal. Et ça c'est dommage. On aurait pu vraiment avoir un personnage qui apprend qu'au final, non, les différences ce n'est pas si important. C'est d'ailleurs ce que l'arc sur sa jeunesse nous dit. À la place, on s'en fout et paf, en fait, elle devient humaine et comme excuse, on va dire que bon, c'est qu'elle a des pouvoirs. Oui, tiens. Je vais pas rester sur ce point plus longtemps, je vais juste perdre du temps pour rien. Une autre chose aussi, qui vous montre à quel point le scénario part dans tous les sens. Vous voyez les gros monstres qui rôdent dehors ? L'humanité se bat contre eux depuis des années. Ah, attendez, en fait, non, c'est pas eux les méchants. En fait, les méchants, c'est les humains immortels qui ne se reproduisent plus et qui contrôlent le monde. Ah, et puis en fait, non, finalement, les vrais méchants, c'est les aliens de l'espace qui sont venus avec leur vaisseau pour détruire la Terre. Et du coup, pour combattre, Zero Two et Hiro quittent leur corps pour envoyer leur esprit dans le ciel pour se battre, et puis on va dire qu'ils meurent et se réincarnent à nouveau en enfant. Quoi ? La logique ? La cohérence ? Non. C'est pas vu ici. Non mais sérieusement, vous voulez raconter quoi ? Je suis perdu moi. C'est l'unique raison de pourquoi cet animé est populaire, le sexe. Bon, déjà, Zero Two transpire le sexe H24, et c'est même pas caché. Regardez juste le premier épisode, et vous comprenez direct ce que je veux dire. Et dans les autres épisodes, c'est pas non plus glorieux. Il y a des allusions sexuelles à peine cachées, suffit de chercher une scène avec Zero Two sur Reddit et vous embrassez la Rule 34. J'en ai déjà parlé, mais piqûre de rappel, les filles sont allongées avec les commandes au cul. Je vous passe aussi toutes les discussions qu'ont les personnages sur comment faire les enfants, j'ai vraiment pas intérêt à vous en parler, je pense que vous l'aviez déjà relevé. Je tiens par contre à soulever un point qui est complètement débile et qui ne sert qu'à des fétichismes, j'imagine. Je parle de la bave des monstres. Pourquoi, au grand pourquoi est-ce que la bave dissout uniquement les vêtements des filles ? Alors évidemment non, pas besoin de répondre, je connais déjà la réponse, merci. L'anime est sorti il y a des années de cela, et certainement que vous l'avez regardé quand vous étiez jeune. Je ne critique pas le fait d'aimer une chose ou une autre, chacun a le droit d'aimer ce qu'il veut. Cependant, nous avons le droit de critiquer une œuvre si on le veut. Oui, Darling the Franxx possède des bases solides, pour un récit incroyable, mais c'est dommage que les bonnes idées n'ont pas été poussées, et que certaines ont même été oubliées. Zero Two porte à bout de bras l'animé, les autres personnages n'étant tellement pas intéressants que si vous enlevez Zero Two, il ne reste plus rien. Le scénario souffre d'incohérence et de facilité scénaristique, là où il aurait pu proposer une histoire complète et profonde tout en restant accessible au grand public. Mais malgré un échec créatif qui est Darling the Franxx, c'est l'une des plus belles réussites commerciales du monde du manga. L'objectif était de créer la waifu ultime et ce pari a été gagné. Zero Two n'est pas un personnage, c'est un produit qui a conquis le monde entier. Et ça,
très peu de marques peuvent se vanter d'avoir réussi un tel exploit. Ceci est la première vidéo longue que j'ai réalisée, alors j'ai conscience qu'elle n'est pas parfaite, cependant elle m'a permis de découvrir ce qu'est l'écriture, et finalement j'y prends goût. Si vous êtes encore là, je vous en remercie, vous pouvez mettre un like, vous abonner, mettre en commentaire ce que vous pensez, si vous êtes d'accord avec moi, ou si au contraire j'ai été trop sévère. Vous pouvez soutenir cette vidéo et cette chaîne en partageant et pourquoi pas commander des produits à l'effigie de Zero2. Il y a des liens dans la description, vous pouvez cliquer dessus, ce sont des liens affiliés. Faites-vous plaisir, c'est une petite sélection que j'ai fait. Bah oui, c'est une réussite commerciale, donc autant s'en servir. Sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!